Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un épisode particulièrement révélateur des rapports de force actuels au Moyen-Orient. Un épisode qui, à première vue, a été traité de manière fragmentée, parfois superficielle, par une grande partie des médias occidentaux. Ali Khamenei, guide suprême iranien, inflige ce que certains observateurs qualifient déjà de camouflet stratégique à Donald Trump. Dans le même temps, une question lourde, presque taboue, refait surface. L'Iran dispose-t-il de missiles à capacité nucléaire prêts à l'emploi? Et surtout, que signifie le repli apparent de Trump et de Benyamin Netanyahou face à Téhéran? Ce qui est frappant, Claire, c'est que nous sommes face à une situation où le récit dominant semble s'effriter. Depuis des années, on nous explique que l'Iran est acculé, isolé, au bord de l'effondrement. Or, les signaux récents racontent une toute autre histoire. Le discours de Khamenei, la posture militaire iranienne, mais aussi les réactions, ou plutôt l'absence de réaction, de Washington et de Tel Aviv suggèrent un déplacement profond du rapport de force. Tu parles d'un décalage entre la narration médiatique et la réalité stratégique. Est-ce que l'on assiste, selon toi, à un moment de bascule où la pression maximale voulue par Trump se retourne contre ses propres initiateurs? C'est exactement cela. Et c'est ce que nous allons analyser ensemble, non pas à partir de slogans ou de postures de morale, mais en décortiquant les faits, les chiffres, les stratégies militaires, économiques et informationnelles. Car derrière les déclarations tonitruantes et les silences calculés se joue peut-être l'un des tournants géopolitiques majeurs de cette décennie. Jean, commençons par ce qui a frappé beaucoup d'observateurs avertis, mais qui a été largement sous-traité médiatiquement, le ton et le timing des prises de parole d'Ali Khamenei. On est loin d'un dirigeant acculé ou sur la défensive. Est-ce que l'on peut parler, sans exagérer, d'un véritable camouflet infligé à Donald Trump? Oui, et le mot n'est pas trop fort. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que Khamenei ne s'exprime jamais au hasard. Chaque déclaration publique du guide suprême est calibrée, pensée pour plusieurs audiences à la fois. L'opinion iranienne, les élites régionales, mais aussi Washington et Tel Aviv. Or, dans cette séquence précise, son message est limpide, la stratégie de pression maximale de Trump a échoué. Non seulement elle n'a pas provoqué l'effondrement attendu du régime iranien, mais elle a renforcé sa cohésion interne et sa posture de résistance. Ce qui est intéressant, c'est que ce camouflet n'est pas militaire au sens classique. Il est avant tout symbolique et politique. Pourquoi est-ce si important? Parce que dans la géopolitique contemporaine, la symbolique est une arme stratégique à part entière. Trump avait construit toute sa posture vis-à-vis de l'Iran sur la démonstration de force, sanctions écrasantes, menaces publiques, rhétorique martiale. En face, Khamenei répond par une posture inverse, le calme, la durée, la certitude affichée que le temps joue pour Téhéran. Quand Trump menace, l'Iran encaisse. Quand Trump recule ou nuance, l'Iran parle. Ce décalage est perçu dans la région comme un aveu de faiblesse américaine. Et du côté israélien, le silence relatif de Benyamin Netanyahou a surpris. Israël, habituellement très offensif sur le dossier iranien, semble soudainement plus discret. C'est un indicateur clé. Israël a toujours cherché à entraîner Washington dans une confrontation directe avec l'Iran. Or cette fois, l'alignement n'est plus total. Netanyahou sait qu'une escalade incontrôlée exposerait Israël à des représailles régionales massives. Hezbollah au Liban, front multiple, saturation des défenses. Le repli n'est pas idéologique, il est stratégique. Et Khamenei le sait parfaitement. Donc, si je te suis bien, ce camouflet n'est pas un événement isolé, mais le symptôme d'un rapport de force qui s'inverse lentement. Pour comprendre ce camouflet dans toute sa profondeur, il faut aussi revenir sur un autre volet central de cette séquence, les émeutes en Iran et leur traitement médiatique. Pendant des semaines, on a vu défiler en boucle des images de manifestations avec un récit quasi uniforme, celui d'un régime iranien au bord de l'effondrement, confronté à une révolte populaire massive. Pourtant, ce récit semble aujourd'hui sérieusement remis en question. Que s'est-il réellement joué, Jean, sur le terrain informationnel? Nous sommes là, au cœur d'une guerre hybride classique, mais menée avec une intensité rarement atteinte. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'asymétrie du récit. Les chiffres avancés dans certains médias occidentaux
parle de plus de 2400 manifestants tués et de 18 000 arrestations. Ces données proviennent notamment d'ONG basées hors d'Iran, souvent financées ou relayées par des réseaux occidentaux. Or, fait rarement rappeler, CNN elle-même a admis ne pas être en mesure de vérifier indépendamment ces chiffres, notamment en raison des coupures d'Internet et de l'absence d'accès direct au terrain. Ce qui pose une question fondamentale. Comment construit-on une légitimité d'intervention ou de pression internationale sans données vérifiables ? Exactement, et c'est là que le mécanisme devient intéressant. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé ouvertement les États-Unis et Israël d'avoir cherché à provoquer une escalade sanglante afin de créer les conditions politiques d'une intervention. Il fait directement référence aux déclarations de Donald Trump qui avait laissé entendre que si les violences se poursuivaient, l'Union américaine interviendrait. Cette rhétorique n'est pas anodine. Elle prépare les esprits, elle balise un récit. Mais l'Iran ne s'est pas contenté de démentis verbaux. Les autorités ont contre-attaqué, preuve à l'appui, selon leur version. Absolument. Téhéran a communiqué sur l'arrestation de réseaux armés, la confiscation d'armes à feu militaires, d'explosifs, de cocktails Molotov. Plus de 600 acteurs clés auraient été identifiés comme organisateurs de violences coordonnées. Les autorités iraniennes parlent de cellules liées directement à des services étrangers, notamment le Mossad et la CIA. Ce qui est rarement mentionné, c'est que même certains médias israéliens, comme Haaretz ou la chaîne 14, ont reconnu l'existence d'opérations d'influence, l'usage de faux comptes et la manipulation de récits de victimes pour alimenter l'escalade. Il y a aussi cet élément troublant, le compte officiel du Mossad s'exprimant en persan, appelant ouvertement les Iraniens à descendre dans la rue. C'est un tournant. Quand un service de renseignement communique publiquement, dans la langue du pays ciblé, il ne s'agit plus de simple discrétion opérationnelle. C'est une démonstration assumée de guerre psychologique, et cette posture s'inscrit dans une longue continuité historique. Depuis près de 20 ans, l'Iran fait face à une série d'opérations clandestines. Assassinats ciblés de scientifiques nucléaires, sabotages industriels, cyberattaques. En 2024, Israël a même reconnu fait inédit l'élimination d'Ismail Haniyeh lors d'une visite à Téhéran, assumant de facto la pratique de l'élimination extraterritoriale. Donc, pour résumer, ce que l'on a présenté comme une simple révolte populaire spontanée s'inscrit en réalité dans un schéma beaucoup plus large. Oui. Et c'est précisément là que le récit occidental s'est fissuré. L'ampleur des manifestations pro-gouvernementales, réunissant des millions de personnes à Téhéran et dans d'autres grandes villes, a contredit frontalement l'idée d'un régime à l'agonie. Cette dissonance a rendu impossible la construction d'une légitimité politique pour une action militaire ouverte. Résultat, l'option de l'intervention est revenu à une impasse, et le camouflet infligé à Washington n'en est que plus évident. Jean, dès qu'il est question de l'Iran, un mot revient systématiquement dans le débat public occidental, la menace. Menace militaire, menace balistique, menace nucléaire. Mais quand on regarde froidement les capacités iraniennes, parle-t-on d'une dissuasion réellement crédible ou d'un fantasme largement amplifié ? Il faut d'abord sortir d'une vision caricaturale. L'Iran ne cherche pas la parité technologique avec les États-Unis ou Israël. Sa doctrine militaire repose sur un principe simple et assumé, la dissuasion par le volume et la saturation. Autrement dit, rendre toute attaque contre lui coûteuse, complexe et risquée, même pour un adversaire technologiquement supérieur. Cela se traduit concrètement par la question des missiles balistiques, qui inquiètent particulièrement les Occidentaux. Oui, et ce n'est pas un hasard. L'Iran dispose aujourd'hui de l'un des arsenaux de missiles les plus diversifiés du Moyen-Orient. On parle de missiles à courte et moyenne portée comme les Shahab, Ghadr, Emad ou Sejil, capables de couvrir l'ensemble du territoire israélien, les bases américaines dans le Golfe, en Irak ou au Qatar. La précision s'est améliorée, mais l'objectif n'est pas la frappe chirurgicale, c'est la saturation des défenses adverses. Même les meilleurs systèmes antimissiles ont des limites lorsqu'ils sont submergés. Donc la force iranienne réside moins dans la qualité que dans la quantité ? Exactement. C'est une logique asymétrique. L'Iran sait qu'il ne gagnera pas une guerre conventionnelle classique. En revanche,
Il peut infliger des coups suffisants pour dissuader une attaque initiale. Et c'est là que la dissuasion fonctionne. Non pas en promettant la victoire, mais en garantissant des pertes inacceptables. Reste la question centrale, presque obsessionnelle, le nucléaire. C'est un point clé. L'Iran joue une ambiguïté stratégique extrêmement maîtrisée. Il se rapproche du seuil nucléaire sans le franchir officiellement. Cette zone grise est volontaire. Elle entretient l'incertitude chez l'adversaire sans déclencher les conséquences politiques et militaires immédiates d'un essai nucléaire déclaré. En stratégie, le doute est parfois plus dissuasif que la certitude. Et dans l'ombre, certains évoquent le soutien de grandes puissances comme la Russie ou la Chine. Il faut être prudent, mais il est clair que l'Iran ne se bat plus seul. Moscou et Pékin ne fournissent pas nécessairement des armes offensives massives, mais des capacités clés, cyberdéfense, guerre électronique, partage de savoir-faire technologique. Cela renforce la résilience iranienne sans exposer directement ses puissances. Là encore, on est dans une logique indirecte, discrète, mais stratégique. En somme, la dissuasion iranienne n'est ni un mythe, ni une superpuissance déguisée. Exactement. C'est une dissuasion rationnelle, adaptée à ses moyens, à son environnement et à ses adversaires. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse à sous-estimer. Jean, quand on observe l'ensemble de cette séquence, on a l'impression que l'Iran n'est pas seulement en train de résister, mais que l'Occident, lui, se retrouve de plus en plus isolé. Est-ce qu'on assiste à une recomposition géopolitique profonde au Moyen-Orient ? Oui, très clairement. Et cette recomposition passe d'abord par l'échec structurel des sanctions. Les dispositifs occidentaux de pression économique fonctionnent de moins en moins comme outils de contrainte stratégique. L'Iran a développé des circuits de contournement sophistiqués, commerce indirect, réexportation, troc énergétique, vente de pétrole via des réseaux asiatiques. La Chine, notamment, reste un acheteur clé du pétrole iranien, parfois via des intermédiaires, ce qui vide en partie les sanctions de leur substance réelle. Donc, l'arme économique occidentale perd de sa capacité coercitive. Exactement. Et l'Europe en paie le prix politique. L'Union européenne adopte un discours de fermeté envers l'Iran au nom des droits de l'homme, tout en maintenant une quasi-absence de sanctions effectives contre Israël ou les États-Unis dans des contextes comparables. Ce double standard est perçu très clairement dans le Sud global. Résultat, perte de crédibilité morale, perte d'influence diplomatique et marginalisation progressive dans les grands arbitrages régionaux. Et au niveau régional, les équilibres bougent aussi. Oui, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, mais aussi d'autres acteurs du Golfe, cherchent désormais à éviter toute escalade incontrôlée. Ces pays ont fait pression pour freiner une confrontation directe entre Washington et Téhéran. Par simple réalisme stratégique, une guerre régionale serait économiquement et politiquement désastreuse pour eux. Le rapprochement diplomatique, la désescalade deviennent des choix rationnels, non idéologiques. Ce qui nous amène au fameux repli de Trump et Netanyahou. Ce repli n'est pas une capitulation, mais un aveu de limite. Il révèle que l'option militaire directe n'est plus politiquement viable, ni stratégiquement rentable. Il traduit surtout une prise de conscience. L'architecture de domination occidentale au Moyen-Orient ne fonctionne plus comme avant. Le rapport de force n'a pas disparu, mais il a changé de forme. Et l'Iran, aujourd'hui, sait parfaitement jouer dans ce nouveau paysage. Pour conclure, ce que révèle cette séquence, ce n'est pas un basculement brutal, mais un renversement progressif du rapport de force narratif. Longtemps présenté comme un acteur isolé et acculé, l'Iran apparaît aujourd'hui comme un stratège patient, capable d'exploiter les limites politiques, économiques et symboliques de ses adversaires occidentaux. À l'inverse, les États-Unis et leurs alliés peinent à imposer leurs récits autant que leurs contraintes. La question qui se pose désormais est donc plus large. Assistons-nous à la fin de l'hégémonie coercitive occidentale, fondée sur les sanctions, la menace et la dissuasion unilatérale? Ou sommes-nous à l'aube d'un système international où la contrainte cède progressivement la place à la négociation et à l'équilibre des puissances? Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette analyse. N'hésitez pas à partager vos points de vue en commentaire, à débattre et à réagir. Nous continuerons, dans nos prochaines émissions, à décrypter les grands mouvements géopolitiques qui redessinent l'ordre mondial. À très bientôt.